Messieurs et dames, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Analyse 24, de nous retrouver, nous, vous l'avez compris, mon éternel complice Ali Malé. Bonjour John. Bienvenue. Merci beaucoup. Toujours en forme. En tout cas, on est là par la grâce de Dieu. Malgré la deuxième vague. On tient. La deuxième vague avec ses différentes versions. Mais au moins, nous sommes... On parle maintenant des souches. Nous sommes certains qu'avec le vaccin, qui maîtrise même la deuxième vague, on est convaincus. Merci d'être là. Merci beaucoup, John. Notre invité n'est plus à présenter, mais c'est pour la toute première fois que nous allons la recevoir. J'ai dit là parce que c'est une dame. Elle s'appelle Arlette Odiakachama. Avocate des professions, mais on ne la reçoit pas comme avocate. On la reçoit comme présidente de la Ligue des femmes à la DCU. La DCU, c'est la Dynamique Congo Uni, les partis dirigés par les conseillers Vidier Chimanga, n'est-ce pas? Arlette Odiakachama, bienvenue. Merci et merci de votre invitation. Et bonne année, hein. C'est toujours le mois de janvier, c'est la nouvelle année. À vous, à vos familles et à nos aimables téléspectateurs. Alors, comme votre président, à l'instar de le président national de votre parti, vous avez brossé les bilans des 2 ans, des 24 mois de l'alternance pacifique au sommet de l'État, parce que comme vous le savez, 24 janvier 2019, 24 janvier 2021, 2 ans jour pour jour, qu'il y a eu cette célèbre pacification entre un président entrant et un président sortant vivant en République démocratique du Congo, bilan à mi-parcours de ces 24 mois. Alors, ce qui est beaucoup plus important à noter, c'est que ces souvenirs-là, c'est la beauté de cette passation pacifique de pouvoir a été, jusqu'à aujourd'hui, continue à susciter de la fierté, de la joie, de l'émotion dont le chef du peuple congolais, dans son ensemble. C'était un événement inédit, un événement auquel très peu de gens s'attendaient, même si nous, dans l'optimisme qui a été construit autour des années, on savait que ça finirait par arriver. Comme vous le savez, la vie démocratique, elle doit normalement être rythmée par les alternances. Et le fait pour nous de se tenir et de se maintenir dans l'opposition, c'était parce qu'on savait qu'il arriverait un moment où il y aura cette passation pacifique de pouvoir entre l'ancienne majorité et l'ancienne opposition qui devrait cette fois-là changer de rôle. Cependant, il y a eu quand même des circonstances qui font qu'aujourd'hui, le peuple continue à se demander si réellement, jusqu'à la fin du mandat, il finirait par retrouver la solution, ou alors la réponse à ses aspirations les plus profondes. Moi, en tant que l'un de ceux qui accompagnent le mandat en cours, l'un de ceux qui se retrouvent au régime, je ne peux que susciter ce peuple à continuer à croire en la vision du président de la République, en sa volonté politique de pouvoir changer les choses dans notre pays. Et en cela, on l'aura suffisamment encouragé et soutenu pour qu'il puisse atteindre les objectifs de sa mission. Ils sont nombreux, ceux qui pensent, peut-être avec raison, que ça a été 24 mois de gâchis. L'espoir qu'avait suscité ces jours a été complètement déçu. Vrai ou faux? Vous savez, il faut noter que le peuple, ses intérêts ou sa façon de voir les choses ne demeure jamais en phase avec la manière de faire du pouvoir. Mais qu'à cela ne tienne, ce peuple continue encore à croire. Il a été témoin de la manière dont les choses se sont déroulées au cours de ces 2 dernières années. Ça n'avait pas été facile, pas du tout. Vous savez que c'était une première expérience de l'alternance dans notre pays. Une situation à laquelle même la classe politique n'était pas encore habituée. Ça devait une excuse. Donc, une excuse. Non, ce n'est pas une excuse, ce sont des évidences. Et moi, j'ai appris que face aux évidences, on s'incline et on ne discute pas. L'évidence est que c'est une situation qui avait surpris bien autant le peuple congolais que la classe politique. Et cette classe politique qui n'était pas encore suffisamment prête pour l'alternance, et on a géré nos relations
peut-être pas comme il le fallait, et ça donnait cette lenteur. Mais comme le président de la République l'avait dit dans son l'avant-dernière adresse à la nation, qui s'allume Banda, et c'est des bonnes choses, c'est les débuts de bonnes choses qui s'annoncent. Mais qui vous dit que, Madame Arlette, que cette fois-ci, ça sera vraiment les Kisalo ou les Koba? Parce que les 2 ans, tout le monde, comme l'a dit John, vous l'avez aussi dit, tous les espoirs étaient fondés sur l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. 2 ans après, c'est un espoir qui s'est envolé. Qui vous dit que les 2 prochaines années, les 3 ans qui restent, seront bénéfiques et au profit de la population? La détermination du président de la République à pouvoir changer de choses, il est attentif aux revendications du peuple congolais. C'est d'abord ce qui nous a manqué depuis toutes ces années où les courants n'étaient pas tout à fait constants et les relations entre les pouvoirs, entre les animateurs du pouvoir et le peuple n'étaient pas au point. Mais aujourd'hui que nous l'avons, nous savons compter sur le président de la République. Nous voulons compter sur ceux qui disent aujourd'hui travailler avec lui dans le cadre de l'Union sacrée. Je pense que cet espoir-là nous fait déjà vivre, un avenir meilleur. Justement, un avenir meilleur. On y croit parce que les signaux indiquent que le meilleur est à venir. Mais les signaux, selon vous, annonce un avenir meilleur, mais apparemment, dans le fait, ce n'est pas ça, John. Parce que les ténors de ces monstres que certains qualifient de monstres à plusieurs têtes ne mettent pas sur la même longueur d'onde. Il y a Bemba qui a sa façon avec ses ambitions, il y a Moïse Katumbi, il y a les venus du FCC qui s'organisent aussi, il y a aussi l'UDPS, mais tout cela n'annonce pas un avenir meilleur. En fait, ça forme un cocktail explosif et indigeste. Alors, je comprends votre inquiétude et même les questionnements, l'inquiétude du peuple à vouloir savoir si, avec un seul partenaire, le peuple a pu vivre ce que vous avez appelé gâchis pour les 2 premières années. Est-ce qu'avec autant de partenaires, le président de la République pourrait atteindre ses objectifs? Je l'ai dit ici que la volonté politique du président de la République, par essence. Je l'ai dit que le président de la République, de par sa volonté politique, continue à inspirer de la confiance, continue à alimenter de l'espoir du peuple congolais. Et nous croyons, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire, il faut commencer par croire. Parce que ne pas croire à cette volonté politique manifesté par l'autre camp, ce que vous appelez venant, c'est déjà mettre des barrières. Or, nous devons faciliter les choses en faisant confiance en ceux-là, parce qu'ils le disent. Nous avons tous appris quelque part qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas d'avis. Croyons que c'est une classe politique consciente. Croyons aussi que nous avons tous en commun la République démocratique du Congo et que nous avons un devoir de génération de pouvoir le servir comme il le faut. Nous faisons confiance à cette nouvelle majorité qui est en train de se dessiner pour rencontrer les ententes du peuple. Les spécialistes nous disent qu'à un certain âge, on ne change plus. Hein. C'est ça le problème. Oui. Comment peut-on vouloir faire du neuf avec du vieux? Parce que beaucoup craignent déjà qu'on a là affaire à une sorte de FCC bis. Je pense que les problèmes ne devraient pas se situer à ce niveau, étant donné qu'on n'ira pas créer des hommes nouveaux. Avec ces hommes, on peut créer une vision nouvelle, pas les hommes nouveaux. Puisque c'est possible, nous y croyons. Le problème devait se situer à un autre niveau, notamment c'est la fixation des règles du jeu. Est-ce que les règles du jeu sont déjà fixées? Quelles sont les garanties que ces règles seront respectées? Les garanties que l'on offre aux autres, parce qu'ils sont aussi des acteurs politiques, certainement qu'ils viennent pour servir la nation, mais ils voudraient en contrepartie avoir un certain avantage qui puisse, dans les jours à venir, leur permettre de faire asseoir leur politique. Parce que pour la plupart, ils ont des partis politiques qu'ils vont devoir alimenter pour pouvoir être en mesure de remporter les prochains challenges ou du moins d'être fort pour les prochains challenges. Ça, c'est tout à fait normal et logique. Mais en ce moment où ceux qui sont
en train de préparer les règles du jeu. Je crois avoir suivi il y a très récemment l'honorable Patrick Mouyaya qui dit être de la task force de l'Union sacrée, dire qu'ils sont en train de travailler sur sur la forme que devra désormais prendre l'Union sacrée, et que, compte tenu du fait que ceux qui forment cette task force viennent déjà de composantes différentes, chacun veillera à proposer quelque chose qui soit alléchant pour, pas seulement le peuple, mais aussi pour sa famille politique. Et ensemble du choc de ces idées, il va jaillir quelque chose de bon à laquelle les différentes forces en présence pourront converger et ensemble se mettre au service du peuple congolais. Mais cette union sacrée, Halima, parlons-en. Beaucoup d'engouement, c'est vrai, même la ruée vers cette initiative de Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais de quoi s'agit-il? Vous adhérez à quoi? Parce que jusque-là, visiblement, nous naviguons à vue. Alors, il faut d'abord comprendre que l'Union sacrée a évolué depuis sa conception jusqu'à aujourd'hui. Et à la conception, il était question d'abord d'un état d'esprit. Cet état d'esprit que le peuple congolais ne savait plus retrouver dans ses animateurs, dans ses dirigeants, dans les gouvernants. L'article 5 de la Constitution est clair par rapport au fait que le peuple exerce le pouvoir. D'abord, c'est de lui qu'il émane, ce pouvoir. Il l'exerce de manière directe et de manière indirecte. De manière directe, c'est par la voie des élections, par la voie du référendum. De manière indirecte, c'est par la voie de ses gouvernants. Mais il s'est passé tellement de choses dans notre pays qui ont fait que le pont entre les gouvernants qui sont censés représenter le peuple et le peuple qui donne ce pouvoir s'était pratiquement coupé. Pourquoi? Parce que le peuple ne s'est retrouvé plus parmi les priorités de gouvernants congolais. Et cela, il y a certains qui travaillaient sans avoir quelque chose à gagner, sans fournir d'efforts, chacun pour ses intérêts, chacun pour l'intérêt de sa famille. Nous avons vécu dans ce pays des députés nationaux avoir pour suppléants leurs épouses, leurs enfants, leurs amis. Ça veut dire que chacun travaillait pour son intérêt. Alors, le président de la République a trouvé qu'il était important de partir sur les valeurs. Et ces valeurs, c'était insufflé dans nos dirigeants cette volonté de pouvoir réellement servir le peuple. Et c'est en cela que je parle de l'union sacrée comme état d'esprit. Cet état d'esprit qui devrait se retrouver dans le chef de tout dirigeant, dans le chef de tout acteur politique congolais, de toujours se souvenir de l'intérêt général, ce pourquoi il est allé demander un mandat au peuple. À partir de ce moment, il a organisé les consultations. Et grâce à ces consultations, il a pu entrer en contact avec différentes souches de la population. Grâce à ces consultations, il a pu comprendre ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo dans les jours à venir. C'est ainsi que vous l'avez certainement suivi à Brazzaville lorsque il avait accordé aux médias une interview. Il est allé à dire que l'union sacrée, outre le fait qu'il devait être compris comme l'état d'esprit de pouvoir servir la République et de servir autrement, ça va devenir une coalition de gouvernement. Ah bon? Et cette coalition de gouvernement, c'est celle-là qui a conduit à la désignation d'un informateur, c'est celle-là qui a conduit à la mise en place, bien sûr après la déchéance du bureau Mabunda, à la mise en place d'un bureau provisoire, grâce à un bureau d'âge qui continue à travailler de mèche, bien sûr, avec l'informateur, de sorte à pouvoir, au sein de l'Assemblée nationale, à dégager une majorité qui puisse permettre au président de la République de mettre en place son gouvernement. C'est là qu'elle est bas. Certainement, oui. John, on se pose des questions. Est-ce que le chef de l'État ne profite pas de sa légitimité pour bafouer le respect de la Constitution? Parce que comme vous dites, l'union sacrée est passée d'un état d'esprit à une coalition. C'est sur base de quoi? Parce que concrètement, sur papier, juridiquement, il y a un vide. Faut pas réinventer la roue. Est-ce que le chef de l'État n'est pas déterminé à bien faire, mais tout en bafouant les dispositions légales?
Or, votre question me met dans les conditions de vous expliquer mon inquiétude de tout le temps. Mon inquiétude est que, depuis l'avènement du président de la République, il n'a jamais réellement été mis en place une alliance des forces qui le soutiennent ou qui l'ont soutenu pendant la campagne électorale qui puisse constituer un cerveau. Et à quoi aura servi Cash? Je suis en train de vous expliquer de quoi il s'agit. Vous savez que dans le Cash, il y a eu principalement 2 partis politiques, 2 formations politiques assez puissantes qui pouvaient chacune marcher seules, mais qui avaient préféré taire leurs ambitions personnelles au profit de l'intérêt général et se sont mis ensemble. Mais au-delà de ces forces politiques, l'UDPS avait ses propres alliés, l'UNC en avait aussi les siennes. Et qu'arrivé au pouvoir, à mon sens, il fallait que soit mis en place une alliance qui renferme toutes ces forces politiques qui avaient cheminé avec le président de la République durant sa campagne électorale, toutes ces autres forces politiques qui étaient disposées à travailler avec lui dès son accession au pouvoir. C'est ainsi qu'il ferait d'abord par lui-même une force qui saurait de temps à autre négocier d'autres alliances ou des partenariats afin de pouvoir gérer la République. Mais c'est malheureusement ce qui n'a pas été le cas. Vous allez certainement vous souvenir que lorsque le président Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il y a eu plusieurs associations qui s'étaient créées. Je me souviens de la Sofachi, je me souviens des Adefachi, Mama Fachi, Fachi Béton, il y en avait de ce qui ressemblerait à une flatterie aussi. Non, ça ne ressemble pas du tout à une flatterie. Parce que c'est les Romains des Congolais. Ça trouve du sens. Ça trouve du sens dans la Constitution. La politique du corbeau et des vénins. Ça trouve du sens dans la Constitution, étant donné que la Constitution est claire par rapport au fait qu'il reconnaît la liberté aux citoyens congolais de pouvoir s'associer. Alors, quand il y a des citoyens congolais qui s'associent, on ne peut pas leur prêter d'abord des mauvaises intentions. Parce qu'en tant que juriste, j'ai appris que la bonne intention, elle se présume. La mauvaise intention se prouve. On ne peut pas du coup penser que ceux-là étaient des charlatans et des flatteurs. Alors, la responsabilité du parti présidentiel était de pouvoir mettre ensemble toutes ces forces qui pourraient constituer la grande force du président de la République en tant que tel, avant de compter sur l'apport des autres. Et je pense que cette façon de faire les choses aurait été beaucoup plus meilleure. Nous l'avons vu dans plusieurs autres démocraties où, une fois le président arrivé, il met en place ce système. Mais aujourd'hui qu'il n'est pas en place, il met en place ce système au début de son mandat. Pas en plein milieu. Pas en plein milieu. C'est d'ailleurs ça l'objet, le point de discorde avec l'ancien allié d'État. Alors, c'est au début du mandat, au début de la législature. Mais malheureusement, je suis vraiment au regret de vous faire constater que cela n'a pas été le cas. Il n'y a pas de structure quelconque dans laquelle les différentes forces qui croient vraiment au combat du président de la République se réunissent pour mettre en place le système qui pourrait être proposé aux autres. C'est ça la difficulté. D'où l'union sacrée aujourd'hui. Alors, quelle est la difficulté que l'on rencontre? L'on rencontre l'UDPS en tant que parti politique, associé d'abord à l'UNC qui a fait le cash, qui maintenant est en train de négocier avec d'autres forces politiques. Autour desquelles je suis en difficulté de pouvoir défendre cet état de choses parce que ni moi, ni mon parti n'a été vraiment consulté dans le sens de donner son avis, comment faire, comment évoluer. Et nous constatons, comme tout le monde, qu'il y a des faiblesses à cette façon de faire les choses, quand bien même qu'il y aurait des forces. Mais puisque je dis qu'il y a aussi de force dans cette façon de faire les choses, continuons à croire et ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, c'est vrai, parce que vous avez parlé à un moment du bureau d'âge. Nous tombons maintenant au niveau de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Mais arrête Odia, visiblement avec Félix Tshisekedi, nous irons des violations en violation de la Constitution. Les bureaux d'âge, avec des prérogatives, l'ordre du jour,
délimité dans le temps et dans l'espace. Mais curieusement, il va à la compte au-delà on fabrique une motion de censure contre le gouvernement Ilunkamba. Mais comment vous allez expliquer ça? Là, je vous pose la question comme étant juriste. Encore une fois, une violation de plus de la Constitution sous les règnes de Félix Tshisekedi Tshilombo. Permettez-moi de revenir sur la volonté politique du président de la République. Pourquoi je le dis? Pourquoi je reviens sur ça? C'est parce que c'est quelque chose qui a manqué au pays pendant plusieurs années. Au moins si les ténors de Joseph Kabila peuvent aussi affirmer que le président, l'ancien président Joseph Kabila avait aussi cette volonté politique, nous serons tous d'accord que la cohésion ou l'adhésion populaire d'aujourd'hui n'était pas celle d'avant. Donc très difficilement le peuple pouvait se rendre compte de la volonté politique de l'ancien président de la République. Mais puisqu'aujourd'hui nous sommes avec le président Félix Tshisekedi et qu'il n'est pas à démontrer qu'il y a de l'adhésion populaire, qu'il y a de la légitimité populaire au-delà de ce que peut soutenir Martin Fayulu et les siens. Qui a quand même perdu quelque plumes, hein, cette légitimité populaire. Oui, mais parce que c'est le pouvoir. Ouais. C'est le pouvoir, je venais de le dire, qu'il ne restera pas toujours en phase avec le peuple au fur et à mesure que le pouvoir s'exerce. Il y a de moins en moins, il y a l'opposition qui se renforce parce que dans la démocratie, la vision est celle de promouvoir les alternances. La démocratie voudrait que ceux qui dirigent aujourd'hui, à la fin de leur mandat, que ce soit leurs opposants qui viennent diriger. Ça, ce sont les règles du jeu démocratique et on ne peut rien dire quant à ce. Mais pour revenir à ce dont on parlait, le bureau d'âge, il a des prérogatives limitativement énumérées par les règlements d'ordre intérieur et que normalement on ne pouvait pas passer outre. Voilà. Confirmé même par la Cour constitutionnelle. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Confirmé même par la Cour constitutionnelle. Je venais de vous dire ici qu'il n'existe pas, jusqu'à preuve du contraire, un bureau politique du régime en place qui peaufine des stratégies, qui étudie donc l'actuel régime évolue en essai-erreur. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, je vous dis ce que je sais. Parce qu'il n'y a pas de bureau politique qui réfléchit. Ça me permet alors de rappeler un peu, en cas très brièvement. Ils évoluent en tâtonnement. Je vais répondre à votre question, mais permettez-moi de revenir très brièvement sur les contextes qui a donné naissance à notre parti politique. La dynamique Congo Uni, elle est née en 2015. Et à partir de ce moment, la plupart des partis qui naissaient, ils naissaient déjà en étant dans la majorité parlementaire qui formait le FCC à l'époque. Et lorsque nous sommes nés, nous avons décidé automatiquement de rejoindre l'opposition pour pouvoir ramener au peuple l'alternance politique qui a eu lieu. À partir de ce moment, quand nous avons accédé au pouvoir, je l'ai dit au début, je le répète maintenant parce que c'est très important, il fallait qu'il soit mis en place une structure qui va regrouper tous ces partis qui ont cheminé avec le président de la République durant sa campagne électorale, qui se sont créés pendant qu'il était déjà au pouvoir, de sorte à toujours réfléchir sur comment on peut fixer les règles du jeu, comment on peut les respecter, comment on peut le faire sanctionner une fois que celles-ci n'ont pas été respectées. Mais c'est la difficulté dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas le président Jean-Marc Aboun qui va me contredire, ni moins encore le secrétaire général Augustin Kabouya, qui c'est ce qui a même amené le pasteur Bokundo ou le monseigneur Ambongo à dire que c'est un peu comme si la gestion de la République était laissée entre les mains de quelques individus, 2 ou 3, alors que logiquement, les choses ne pouvaient pas se passer de la manière. J'aurais été parmi ceux qui conseillaient la Cour constitutionnelle, parce qu'on ne doit pas dire que puisqu'ils sont juges de la Cour constitutionnelle, ils n'ont pas besoin de conseil. Ils sont appelés à réguler la vie politique. Alors, ils ont besoin des avis des uns et des autres afin que leurs décisions viennent régler le problème plutôt que surtout que leur décision est irrévocable. Plutôt que d'en créer. Mais en dépit de l'irrévocabilité des décisions de la Cour constitutionnelle, mais
les décisions de justice, elles ont un format ordinaire, un format classique, je voulais dire. Elles ont un corps, et une introduction, un corps qui est aussi la motivation et une conclusion. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui avec les décisions de la Cour constitutionnelle, où la Cour constitutionnelle réfléchit dans son corps, mais ne décide rien. Le corps est vide. Non, le corps a un contenu. Oui. Mais les résumés... Mais pour en tirer les conséquences, les résumés, la Cour s'est rebiffe. Les résumés, on le retrouve dans le dispositif. Et tout juriste vous dira la même chose que moi sur ce plateau, que les décisions de justice s'exécutent sur dispositif. Mais lorsque vous lisez différentes décisions de la Cour constitutionnelle, vous vous rendrez compte que dans le dispositif, la Cour ne dit rien. La Cour ne dit rien. Alors je me demande, lorsque on se réfère à la décision de la Cour, c'est par rapport à son dispositif ou à sa motivation. La motivation n'est pas d'une décision de la Cour. J'ai voulu engager un débat dans notre famille politique. Donc les arrêts de la Cour sèment encore davantage la confusion. Malheureusement, parce que les décisions ne sont pas clairement dites dans les dispositifs. Et c'est le dispositif qui lie. C'est le dispositif qui lie les forces en présence. Vous n'allez pas, lorsque un cadre, un opposant, par exemple, rejette l'arrêt, vous n'allez pas lui renvoyer à la motivation. Vous n'allez pas lui renvoyer à lire entre les lignes, à imaginer la suite. Non. Les décisions de justice de la Cour constitutionnelle soient-elles, elles doivent avoir un dispositif clair. Aucune zone d'ombre. Aucune zone d'ombre pour permettre aux parties en présence de pouvoir chacune les comprendre comme il se doit et il n'y aurait aucune difficulté à les exécuter. Alors, on doit revenir maintenant à ce que prévoit la loi. Il y a aujourd'hui quelque chose que les acteurs politiques dans notre pays, pour la plupart, ils ne le savent pas. Ceux qui le savent, certains ne l'ont même pas lu, ne l'ont pas exploité. Et ceux qui l'ont lu n'ont pas essayé de le comprendre. C'est la loi qui organise la vie politique dans notre pays. Il y en a deux. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Il y a la loi portant statut de l'opposition politique dans notre pays. On se rend compte que ces dispositions, elles ne sont presque pas exploitées. Voilà. On n'en parle même pas. On n'en parle pas. Les règles du jeu, elles sont définies là-bas. La volonté politique du président de la République y est. Mais c'est ici pour moi l'occasion de rappeler ce que disait autrefois Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, qui disait toujours qu'aucune victoire n'est possible pour une troupe sans règles. Et lorsqu'on n'a pas de règles clairement définies, on peut bien avoir la volonté politique. Étienne Tshisekedi vous dit qu'il n'y aura pas de victoire. Ce n'est pas moi qui le dis, moi je ne fais que le paraphraser. Et je voudrais, au travers de votre plateau, faire un appel, mais vraiment pathétique, à la classe politique d'aujourd'hui, de pouvoir savoir que les règles démocratiques, elles riment avec... C'est comme un jeu, c'est comme le match, c'est une discipline, et toute discipline doit avoir des règles du jeu. Aujourd'hui, j'ai appris que certains pourraient dire que le bureau d'âge n'est là que pour... n'est là que pour encadrer les débats, oui. Et c'est la plénière qui est souveraine. Mais c'est cette plénière qui avait défini les règles du jeu en votant les règlements intérieurs, qui avait par cette occasion fixé les règles du jeu, les attributions du bureau d'âge, fixé les attributions du bureau définitif. Je ne voudrais pas qu'à la longue, nous puissions, comme qui dirait, obtenir notre sanction dans notre succès. Il y a des règles du jeu auxquelles on doit apprendre tous à se conformer et donc, ça nous permettra d'atteindre facilement les résultats. Donc chercher à tout prix à démettre le gouvernement Ilunkamba sous la présidence d'un bureau d'âge, c'est violer la Constitution, c'est violer les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Je ne voudrais pas m'exprimer en ce terme. Mais non, mais ne reprochez pas ce que vous reprochez aux arrêts de...
Mais indirectement, c'est le message qu'on peut retenir. Vous ne voulez pas conclure de la sorte. Chacun va comprendre à sa manière. Mais moi, je voudrais simplement rappeler à la classe politique d'aujourd'hui que nous avons un devoir de génération de pouvoir offrir une autre façon de faire à notre peuple. Ces peuples qui, depuis les dernières élections, a encore appris à faire confiance à ce gouvernant, nous ne pouvons plus trahir cette confiance. Et pour ne pas la trahir, nous devons davantage nous référer aux textes, nous référer aux règles du jeu qui ont été définies par nous-mêmes, acteurs politiques. Et il est encore quelque chose de très important, c'est que la politique, elle se vit pour donner solution ou pour répondre à une demande sociale. Et la plénière a eu à décider des règlements d'ordre intérieur. Lorsque dans la vie politique, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui doit être modifié, mais cette même plénière se réunit pour réviser le règlement d'ordre intérieur, mais n'est pas passer outre parce qu'elle est plénière. C'est ça la difficulté. La dictature de la plénière. C'est ça la difficulté. Et je pense qu'il n'est pas tard de pouvoir revenir sur des bonnes bases. Non, mais les trains déjà en marche et rien ne pourra l'arrêter. Moi, j'ai retenu des choses dans les explications de Mme Arlette Odia. Deux observations. C'est-à-dire, toutes les forces qui accompagnent Fathi ne disposent pas d'une structure stratégique. Et là, on risque de vivre, de vivre ce que nous entendons parler au sein de l'UDPS. C'est-à-dire, il y a des voix qui s'élèvent de manière dispersée. C'est-à-dire chacun s'élève un bon matin, tient un discours qu'il veut, défend le président de sa manière, et ça n'augure pas l'harmonie au sein du parti. Et ça risque des fois. Donc pour dire, la volonté seule du chef de l'État ne suffit pas, surtout qu'il n'est pas bien accompagné. Première chose. Deuxième chose, quand vous reconnaissez déjà que la Cour a des problèmes dans ses arrêts, est-ce que là, l'autre partenaire n'a pas raison quand il insiste et persiste en disant que de jour au jour, il y a le non-respect de la Constitution. Je ne suis pas du FCC. Oui. J'ai appris que l'action et l'intérêt, la mesure de l'action, c'est par rapport à l'intérêt. C'est par rapport à l'intérêt. Je ne trouve aucun intérêt, personnellement, aucun intérêt politique à m'exprimer de la même manière que vous, à dire que le FCC a raison ou pas raison. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le danger. Le danger de mon côté, le danger de mon bord politique. C'est que si aujourd'hui, on donne plus l'occasion aux adversaires politiques et même au peuple congolais que l'on ne respecte pas les règles du jeu que nous avons définies dès le départ, on risque malheureusement d'obtenir notre sanction dans notre succès. On risque de regretter de n'avoir pas bien géré l'adhésion populaire, de n'avoir pas bien géré le fait pour le peuple d'avoir facilement accepté l'offre politique qu'on lui faisait. Et il est encore très grand temps, comme le président de la République a parlé de qui sale ou qui doit commencer, que l'on se mette sur des bonnes bases. Nous avons encore 3 bonnes années qui nous sont offertes pour une offre nouvelle et une bonne offre au peuple congolais. On sera à la hauteur de cette tâche. Il ne faut pas compter seulement sur les 3 ans, il vous reste 2 ans, peut-être avec une année de préparation des élections. Mais vous vous souvenez de ce que disait Etienne Tshisekedi pour dire que même à demi-tour, il gagnerait les élections. Donc, en politique, l'illusion précède la raison. Donc, je peux, puisque je suis convaincu du fait que nous allons réussir notre mandat, même s'il nous restait seulement 6 mois, soyez sûr que nous allons atteindre les résultats, les objectifs que nous sommes assignés. L'enjeu à l'Assemblée nationale, c'est aussi l'élection et l'installation du bureau définitif. Bien sûr. Alors, avec ces programmes déjà publiés, ces calendriers publiés. Les profils. Nous avons maintenant besoin de profils de ces nouveaux animateurs de la chambre basse du Parlement congolais. Les politiques vont s'entretuer. Voilà. D'ici peu, je crains que l'union sacrée les vole en éclats. Pourtant, les politiques ne devraient pas s'entretuer. Oui. Ils devraient se maintenir sur l'intérêt général qu'ils ont prôné depuis toutes ces dernières semaines.
nous continuons à croire à ces sursauts patriotiques de la part de ceux qui étaient dans l'opposition, qui depuis quelques semaines... Vous pensez que le Perchoir doit revenir aux amis du FCC UCED, FCC nouvelle version? De mon point de vue, les Perchoirs doivent absolument revenir au parti présidentiel. L'UDPS. Absolument. Quelqu'un me posera la question, comment et pourquoi? Voilà. Parce que l'UDPS n'a que 32 ou 33 députés. Mais le schéma est simple. Il n'existe dans aucune disposition où il est dit que pour avoir un président de l'Assemblée, il faut avoir un tel nombre de députés. Ça, c'est d'abord les principes. On parle des points numériques, poids politiques, mais ça ne renvoie à aucun chiffre. Ça ne renvoie à aucun chiffre. Mais on ne peut pas parler de poids politique sans chiffre. Oui, c'est lié au chiffre. C'est lié au chiffre, oui. C'est lié au chiffre. C'est ça les baromètres. Mais c'est lié au chiffre. Mais le chiffre est défini. À dire qu'il s'agit de 3, de 4, de 50, de 100 ou de 150, les chiffres n'a pas été ainsi défini. Donc vous soutenez l'hypothèse d'un consensus. Justement, la classe politique aujourd'hui, surtout celle qui dit vouloir travailler avec le président de la République, doit être capable d'accéder au consensus. Et les consensus les amener à admettre que le président de l'Assemblée nationale devra absolument être de l'UDPS. Pourquoi? Pour permettre au président de la République d'être mettre sur le même une certaine complicité. Voilà, avoir les mêmes intérêts politiques que le président de l'Assemblée nationale. Nous avons vécu l'expérience avec Madame Mabunda où elle défendait l'intérêt politique, parce qu'il faut quand même reconnaître le fait que pour tout acteur politique, il y a un intérêt national, il y a l'intérêt général qui sert au peuple, il y a aussi l'intérêt politique. Et l'intérêt politique, c'est en fonction du programme ou des ambitions de sa famille ou de son parti politique. Et lorsque nous sommes dans une circonstance où le président de la République est dans un parti politique, tandis que le président de l'Assemblée nationale ou le Premier ministre est dans un autre parti politique, ça pose toujours problème, parce qu'à un certain moment, chacun va servir les intérêts politiques de la famille ou du parti politique qu'il a envoyé. Et ça va tout le temps nous amener dans les conflits. Des comportements partisans. J'apprends qu'on devrait laisser aux venants du FCC prendre ce poste parce qu'ils sont nombreux. Mais je reviens sur ça pour dire que c'est en fonction de quoi? Leur poids, c'est en fonction de leur poids. Il n'y a pas de chiffres. Voilà. Il n'y a pas de nombre. En comptabilisant tous ceux qui viennent au sein de l'Union sacrée, on réalise que mais John, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est ainsi qu'en conclusion, j'ai toujours dit, ça c'est un avis, excusez-moi, qui est tout à fait personnel, à dire que si l'UDPS n'a pas, si les nouveaux adhérents, les adhérents à l'Union sacrée ne sont pas capables de ces consensus, de pouvoir permettre au président de la République d'avoir le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre, ça veut dire la primature et l'Assemblée nationale. La primature et l'Assemblée nationale, ça veut dire tout simplement que le fait de dire qu'on vient aider le président de la République à atteindre les objectifs est chimérique, parce que ça se prouve par des actes. Et cet acte devait être celui de mettre le président de la République dans les bonnes conditions. Ces bonnes conditions, c'est avoir un président. Non, mais il y a aussi une chose. Madame, il y a aussi une chose, Madame Arlette. Quand la promesse vient du président AI de l'UDPS, qui dit il souhaite ou il garde que le perchoir de l'Assemblée nationale revienne au FCC. Mais ce n'est pas là aussi une façon de prêter confusion entre membres, ça c'est un des deux. Mais il y a aussi des ceux-là qui soutiennent que le FCC ne peut pas avoir le perchoir parce qu'ils sont venus, ces membres sont venus de manière disparate. C'est-à-dire qu'ils sont pas venus, ils sont venus en solo. Ce n'est pas le FCC regroupement qui s'est retiré, pas le FCC homogène, qui a intégré l'Union sacrée.
Donc, n'est-ce pas là aussi quelque chose qui vient jeter ou confirmer la confusion? Moi, je ne suis vraiment pas de ceux qui font la politique tout en n'étant pas honnête de manière intellectuelle. Oui. Il a été appris depuis toutes ces années qu'être politique, c'est manquer cette honnêteté, c'est manquer, voilà. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui croient à cela. Justement, être faux aussi, oui. Ce qui n'est pas la fourberie est permise. Ce qui n'est pas du tout le cas. Alors pour moi, les FCC retrouvés au sein de l'Union sacrée ne peuvent aucunement, j'ai dit aucunement, avoir la présidence de l'Assemblée nationale ou encore avoir la primature. Ce serait des erreurs politiques qui vont nous coûter cher, mais vraiment très cher. Pour quelle raison? La première, vous l'avez évoqué ici, ils sont venus chacun en tant que regroupement politique. Et je ne pense pas que les regroupements politiques pris à titre individuel pourraient, à un certain moment, coaliser pour obtenir un intérêt. Ce sont des coalitions fragiles. Non, pas seulement fragiles, mais des circonstances. On coalise, on donne la forme d'être ensemble, alors que dans le fond, il y a pour les besoins de la cause. Pour le besoin de la cause, oui. Alors qu'on n'est pas du tout ensemble. Ça, c'est le premier élément. Le second, c'est que lorsque vous lisez l'article 3 de la loi portant statut de l'opposition politique en République démocratique du Congo, on vous dit que l'appartenance à la majorité ou à l'opposition est faite par les partis ou regroupements politiques et non par les individus. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui avec ceux qui sont venus du FCC, qui se sont retrouvés à l'Union sacrée? Ils font de l'adhésion à la majorité parlementaire à titre individuel. Voilà. C'est une façon de fragiliser le pouvoir. Et lorsque un électron libre de cette manière se retrouve président de l'Assemblée nationale, à un certain moment, lorsqu'il se souviendra qu'il a des intérêts politiques à servir, soit les siens propres, soit celui de son parti politique, parce que vous savez comme moi qu'il leur a été demandé de ne pas quitter leur parti politique. Ça veut dire qu'à un certain moment, ils se souviendront d'où ils sont venus. Les cordons ombilicaux n'ont pas été coupés. Il voudra servir ses propres intérêts, il voudra servir les intérêts de son parti politique pour ensuite se souvenir des intérêts de l'Union sacrée. Alors, Arlette Oudia, bref, cette Union sacrée, c'est en réalité un cadeau empoisonné. Ça sera aussi votre conclusion. Ah non, ce n'est pas un cadeau empoisonné parce que jusqu'à ce moment, rien n'est encore acquis pour qui que ce soit. S'il n'y a pas de consensus, vous imaginez. Rien n'est encore acquis pour qui que ce soit. Oui. C'est l'intérêt que je trouve aujourd'hui à revenir sur cette question. Et j'interpelle alors la direction de l'UDPS à ne céder ses postes sous aucun prétexte parce qu'il n'y a pas de montant défini dans aucune loi. Si ne cédez pas, l'UDPS n'a que 32 députés. Je suis en train d'évoluer. Avec 32 députés, comment voulez-vous? Je suis en train d'évoluer avec mon raisonnement. Voilà. Avant que vous ne m'interrompiez, j'étais en train de dire que puisqu'il est question des consensus, la direction de l'UDPS, qui aujourd'hui, d'ailleurs, de manière unanime, entre les membres de de l'Union sacrée, considère le président de l'UDPS comme le chef des troupes, il doit tout faire pour amener toutes ces parties au consensus d'accepter, de donner au président de la République et le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre. Alors, si on n'est pas capable de cela, si on n'est pas capable de cela, je le dis à titre personnel, je pourrais le défendre ou je serai invité à le faire, autant coaliser, autant reprendre les relations avec l'ancienne FCC de la main. Je le dis pour plusieurs raisons. La première, c'est que on venait de le dire qu'ils venaient de manière dispersée. Les militants, le FCC Union Sacrée, ils viennent de manière dispersée. On ne peut pas compter sur un individu, plutôt compter sur le chef de troupe, parce qu'il est censé pouvoir être capable de donner un mot d'ordre et gérer tout le monde. Des deux, c'est parce que Étienne Tshisekedi, qui est mon idole, m'a toujours appris de ne pas engager des combats politiques contre les individus. Je suis un de ceux qui avait milité pour
la rupture de l'accord de gouvernance CACH-FCC. Mais je n'avais jamais renoncé à ce qui avait concouru à la naissance de cette alliance. Donc, le fait que l'ancien président de la République pouvait travailler avec l'actuel président de la République, partir sur les fondamentaux et rencontrer des aspirations profondes du peuple congolais. Arlette Oudia-Kachama, présidente de la Ligue des femmes à la DCU, Dynamique Congo Uni, merci beaucoup. C'était à la fois un honneur et un plaisir. C'est à moi de vous dire merci. Ali Mali. Oui, en tout cas, je ne reviens plus sur vos mots. C'est vraiment un honneur pour Analyse 24 de recevoir une femme. La matière. En tout cas, la porte reste ouverte. C'est vraiment intéressant. On vous retrouve très prochainement, certainement. Merci. Merci à vous. La rediffusion, déjà, c'est jeudi à partir de 11h. Sinon, retrouvez Ali Mali et moi avec les mêmes rêves, désirs, le mercredi prochain à la même heure. Au revoir.